Europe 1, 7h44, c'est un philosophe qui a un regard acéré et singulier sur la société. Il est aussi membre de l'Académie française. Alain Finkielkraut est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. En écoutant Manuel Valls hier dire qu'il y a en France un apartheid territorial, social et ethnique, on pouvait se demander si c'était pas vous qui aviez écrit son discours. Il a raison, le Premier ministre, d'aller sur ce terrain-là, ou ça va trop loin? Si ça avait été moi, je peux vous dire que je n'aurais jamais employé le terme d'apartheid. À mal nommer les choses, disait Camus, on aggrave le malheur du monde. L'apartheid, c'est le système politique et juridique sous lequel a vécu l'Afrique du Sud entre 1948 et 1994. Apartheid, cela veut dire développement séparé des races, des blancs et des noirs parqués dans des bantoustans et obligés de porter sur eux un pass, un document d'identité pour contrôler les entrées dans les zones résidentielles blanches. Quel rapport avec la France? Il n'y a pas, si vous voulez, de séparatisme territorial ou culturel venu d'en haut. Si séparatisme il est le fait des classes populaires d'origine française ou d'immigration ancienne qui vivent aujourd'hui non plus au-delà du périphérique, mais au-delà de la banlieue, parce qu'elles éprouvent, dans les quartiers fortement ethnicisés, un sentiment grandissant d'insécurité culturelle. Alors peut-être... Donc, pardon, mais les Français sont responsables de leur propre sort, c'est ça? S'il y a un apartheid de fait, c'est la faute de ceux qui vivent dans ces quartiers? D'abord, il faut se poser la question. Je crois qu'en utilisant le terme, Manuel Valls a voulu simplement dramatiser, si vous voulez, le fossé entre les peuples en France, mais c'est une grave maladresse et on ne peut pas un jour, si vous voulez, affirmer la fierté d'être français et défendre les valeurs républicaines et le lendemain parler d'apartheid, parce que république et apartheid, ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Et vous me dites, c'est peut-être leur faute. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que à dénoncer l'apartheid, on a l'air de dire que l'antisémitisme, la misogynie, la francophobie qui sévissent dans les territoires perdus de la République sont une réaction, sinon légitime, du moins compréhensible à la stigmatisation, à la ségrégation, à l'exclusion, à la discrimination, tous ces mots en ion dont la sociologie dominante accable la réalité. Mais la ségrégation de fait, elle existe aujourd'hui. On le voit dans les quartiers. Non, ce n'est pas une ségrégation. Ce n'est pas une ségrégation de fait. C'est une situation rendue très difficile aujourd'hui, mais si vous voulez, les jeunes des quartiers populaires, comme on dit, ne doivent pas toujours être en mesure de culpabiliser les autres, c'est-à-dire, si vous voulez, l'un des grands problèmes de l'islam dans le monde contemporain, c'est la susceptibilité. C'est-à-dire la difficulté à se remettre soi-même en question. Quand il y a un problème, on cherche un coupable, on externalise le mal. Et le mal, c'est la France coloniale ou post-coloniale, le mal, c'est Israël, le mal, c'est le juif. Il y a des intellectuels musulmans qui dénoncent cette logique du bouc émissaire, Mohamed Kassimi, Abdenour Bidar, Boualem Sansal, ils le font à leur risque et péril, et malheureusement, toute une gauche bien intentionnée, eh bien, au contraire, cautionne ce genre de discours et donne crédit à la logique mortifère de la recherche du coupable extérieur. Donc vous dites que tout ça, finalement, c'est pas la faute de la République, c'est pas la faute de l'État, c'est la faute de certains musulmans dans ces quartiers. Et vous nourrissez un peu l'islamophobie, là, non? Déjà qu'elle a tendance à se débrider un peu. Je cite des intellectuels musulmans qui disent il faut en finir avec cette logique du bouc émissaire. D'autre part, je crois que la haine des musulmans doit être poursuivie sans relâche, condamnée sans hésitation. Mais aujourd'hui, sous le nom d'islamophobie, on voudrait criminaliser toute réflexion critique sur l'islam. Je vous rappelle... Ça veut dire qu'on met tout dans le même sac, c'est ça le problème aujourd'hui, selon vous?
était accusé d'islamophobie, et avec lui tous les journalistes de Charlie Hebdo. Le philosophe Robert Heidegger vit aujourd'hui caché et sous protection policière parce qu'il a osé parler de la violence du Coran. On parle de la violence du Coran, et pour prouver que le Coran n'est pas violent, on condamne à mort celui qui s'exprime en ces termes. Il y a là quand même une contradiction qu'on a le droit de faire apparaître. Donc, soyons implacables avec toute forme de violence anti-musulmane, mais laissons être la critique de l'islam. Mais qui sont, Alain Finkielkraut, les premières victimes de l'islamophobie? Ce sont les musulmans eux-mêmes. Oui, mais ça, c'est encore une fois rentrer, si vous voulez, victimiser toujours. Alors, il est vrai que si on raisonne à l'échelle mondiale, l'islamisme frappe les musulmans. Mais en France, ce sont quand même des journalistes ou des juifs qui sont molestés, attaqués. Et quand j'entends dire un certain nombre de représentants de l'islam, nous sommes les premières victimes de cette violence, je me dis, mais c'est incroyable, parce que, en plus, réfléchissons encore à la France, l'immigration ne se tarit pas. C'est curieux pour un pays qui connaîtrait l'apartheid et où l'islamophobie sévirait partout. Mais vous opposez le musulman et le juif en France, en fait. En revanche, ce sont les juifs qui s'en vont. Vous opposez le juif et le musulman en France. Non. C'est un problème d'être juif aujourd'hui en France, dans la République? Je ne dirais pas. C'est certainement pas un problème dans la République. La République traite tous les citoyens en égaux. L'État ne pratique aucune espèce de numerus. Il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres, comme dirait Coluche. C'est un problème aujourd'hui d'être juif parce que dans certaines villes, dans certains quartiers, l'antisémitisme est devenu une espèce de code culturel. Donc l'antisémitisme renaît, et précisément ce qui fait souffrir les juifs, c'est que certes il est condamné, mais certains cherche à lui trouver des justifications, soit en dénonçant la politique israélienne, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dénonçant l'exclusion, la discrimination, etc., dont les antisémites actuels seraient les victimes. Dans une tribune publiée par Le Monde aujourd'hui, Maurice Lévy, le patron de Publicis, dit qu'il n'a pas aimé voir Benyamin Netanyahou appeler les juifs français à émigrer vers Israël. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que vous, juifs, vous vous sentez bien dans la France d'aujourd'hui, ou est-ce que vous avez envie de partir? Non, je ne pense pas qu'il faille partir. Benyamin Netanyahou est le chef du gouvernement israélien. Israël a un problème démographique. Il veut absolument que les Juifs restent majoritaires en Israël, d'où cet appel extrêmement abrupt et même maladroit. Mais je ne crois pas que les Juifs soient condamnés à émigrer vers Israël. Je préférerais d'ailleurs qu'ils soient animés par le rêve sioniste s'ils le font. Il n'en reste pas moins que le sentiment d'insécurité, de malaise se développe aujourd'hui parmi les Juifs, et qu'il faut entendre ce malaise. Vous avez peur, vous ? Enfin, je ne sais pas si tout le monde a un peu peur aujourd'hui. On entend quand on vous écoute que juifs et musulmans ne pourraient pas vivre ensemble dans la République française. Bien sûr que si, ce n'est pas. Bien sûr que les juifs et les musulmans peuvent vivre ensemble. Si on critique certaines tendances de l'islam, ce n'est pas pour accabler tous les musulmans. Reste que il y a une difficulté parce que l'antisémitisme se répand avec une facilité déconcertante. Il n'y a qu'à regarder Internet. Pour finir, dans Le Pèlerin, le grand rabbin de France affirme qu'un jour, le bien l'emportera. C'est la une du Pèlerin, c'est un symbole d'ailleurs. Vous êtes d'accord? Un jour, le bien l'emportera ou pas? Alors ça, j'en sais rien. Ça, franchement, alors là, je crois que puisque c'est le Pèlerin, c'est un vœu pieux. Il faut faire en sorte que le bien l'emporte, mais il est clair que le mal n'a pas dit son dernier mot. Merci Alain Finkielkraut d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.